bonjour à toutes et à tous, et merci encore à USI et à la curation d'USI de m'avoir invité pour parler d'un sujet qui me touche beaucoup, toujours des sciences bien sûr, mais aussi de science-fiction. Et là, on va essayer d'évoquer les questions de souveraineté dans Dune. Pour reprendre un peu ce que disait Christian ce matin, pas de technique, pas de souveraineté. On va voir que dans Dune, pas de technique, pas de souveraineté, mais pas toujours. Et puis, il y a une petite touche supplémentaire que j'ajouterai avec mon angle de physicien, d'astrophysicien, mais de physicien en général. Donc d'abord, Dune, pour ceux, on va faire comme Hugo ce matin, un petit sondage. Est-ce qu'il y en a qui ignorent totalement Dune? C'est-à-dire, ils n'ont pas vu les films, ils n'ont pas lu les romans. Wow. Est-ce qu'il y en a qui ont vu que les films et pas les romans? Ah oui, pas mal. Et qu'il y en a qui ont vu les romans et éventuellement les films? Wow, pas mal. Ok, donc vous êtes quand même un peu au courant dans Dune. Alors j'avais quand même prévu, à tout hasard, parce qu'on ne sait jamais, de faire une petite présentation sur l'univers de Dune. Qui est d'abord une présentation, c'est un roman Dune qui a été publié d'abord en épisode dans une revue de science-fiction qui s'appelle Analogue. Il a été publié en 1963 et en 1965 il est sorti sous forme d'un roman complet. Et puis j'ai mis la couverture la fameuse couverture de Wojciech Siudmak, un illustrateur de SF qui a beaucoup travaillé pour Pocket SF dans l'édition française, après l'édition qui est d'abord sortie en grand format chez Ailleurs et Demain, parce que sur cette couverture, il y a le visage d'Efremen aux yeux bleus qui a beaucoup marqué Denis Villeneuve adolescent, et dont il répète que c'est une des choses qui l'avait beaucoup marqué dans ce roman, en plus du texte lui-même, c'était aussi cette couverture très emblématique. Dune, c'est un des romans les plus célèbres de la science-fiction, c'est classé dans les chefs-d'œuvre de la science-fiction. Il a eu 2 prix, quasiment les 2 années qu'ont suivi sa sortie. Et il s'est vendu au moins 20 millions d'exemplaires depuis sa sortie. Ça a dû augmenter depuis que j'ai pris la valeur, mais enfin, en tout cas, avec la sortie des films, ça a dû relancer encore la vente des romans. C'est vraiment une œuvre majeure de la science-fiction. Dans ce roman, Frank Herbert nous présente une planète qui s'appelle Arrakis, Dune, la planète des sables, un monde aride dont voici une carte recolorisée, mais enfin c'est essentiellement marron parce que c'est beaucoup de sable et beaucoup de cailloux. Oui, parce que quand il y a du sable, il faut que le sable ait une origine, hein. C'est toujours pareil, d'où vient le sable? Voilà le genre de question que peut se poser un physicien ou un géologue. C'est pas tout d'avoir du sable, beaucoup de sable, et d'où il vient? Il faut qu'il y ait du caillou qui soit abîmé, qui soit transformé, notamment par l'érosion éolienne par exemple, qui soit transformé en sable. Et donc, dans ce monde très aride, Herbert, dans le roman, je vais mettre pas mal de citations du roman, nous donne beaucoup d'informations. Il a réussi, on va le voir, à faire un monde très cohérent, très bien foutu d'une certaine façon, qui peut, d'une certaine façon, justifier qu'on s'y intéresse en grand détail en essayant de pousser la science au maximum. Alors, d'abord, il nous dit que la température sur Dune varie dans une certaine bande de latitude entre 254 et 332 degrés absolus, c'est-à-dire moins 19 degrés Celsius, c'est sans doute pour les régions polaires, et puis 59 degrés Celsius. Donc c'est quand même un monde où il fait plutôt chaud, où c'est plutôt compliqué la vie. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on constate dans les films, c'est assez évident dans les films, mais c'est assez aussi évident dans le roman, où la température moyenne est quand même vraiment difficile, et dans un désert qui est dans un monde très aride, où il y a assez peu d'eau. Il y a aussi des tempêtes gigantesques, dites tempêtes de Coriolis. Alors ça évoque la force de Coriolis, hein, qui fait tourner les vents dans l'hémisphère nord dans un sens, et puis dans le sens inverse dans l'hémisphère sud, les vents ou les cyclones. Et ces tempêtes balayent régulièrement la surface de Dune, et ça pose un certain nombre de problèmes. Il ne faut pas être dehors quand une tempête vous balaye. Et puis, il nous donne aussi la composition de son atmosphère. Alors, Dune, il y fait chaud, mais vous voyez qu'il y a 230 parties par million de gaz carbonique, à comparer aux 420 parties par million qu'il a sur notre planète. Dune est une planète chaude, mais pas parce qu'elle a un gaz à effet de serre comme le gaz carbonique très présent dans son atmosphère. Elle est plutôt faible en gaz carbonique, et elle est chaude certainement parce qu'elle a un soleil très brillant, c'est ce qui est confirmé, qu'elle est assez proche de son soleil, qu'il éclaire considérablement. Et puis il y a des indices dans le livre qui nous montrent que cette planète a dû être couverte d'eau par moment. En tout cas, il y a eu des zones aqueuses qui ont disparu. On en voit des traces par des grands lacs salés, par exemple. Et donc cette planète est aride maintenant, mais elle ne l'a sans doute pas toujours été. Et on va voir que les Fremen veulent retrouver cette partie de Dune, cet état de Dune qui a disparu depuis. Alors on trouve aussi sur Dune une faune assez dangereuse, qui est magnifiquement représentée, alors tant dans le film de David Leitch de 1984 que dans le film de Frank Herbert. C'est Vers des sables, où là on donne déjà dans cette image tirée du film de Villeneuve, on voit déjà les dimensions impressionnantes de ces êtres vivants dans Dune, dans le sable de Dune, et dans le roman on nous donne des dimensions. 400 mètres de long, 40 mètres de rayon, un petit calcul, vous vous rappelez la volume du cylindre, eh bien 2 millions de mètres cubes. Dans du sable, qui est un milieu dense, qui est un milieu granulaire, un milieu qui frotte beaucoup, on peut douter que des êtres aussi gigantesques se déplacent avec aisance, comme on le voit dans tous les films d'ailleurs, et même comme c'est décrit dans le roman, dans un milieu granulaire qui frotte considérablement.
Donc ça pose des problèmes de pertinence de ce genre d'être, mais cet être est extrêmement important dans l'écologie de dunes. Frank Herbert nous dit que ce sont les vers des sables qui sont à l'origine du dioxygène de l'atmosphère planétaire. Il essaie en cela de mimer ce qui s'est passé sur notre planète, où la photosynthèse, les premiers êtres photosynthétiques, ont accumulé, ont produit du dioxygène, et ce dioxygène s'est accumulé dans l'atmosphère dans une grande période qu'on appelle la grande oxydation, qui s'est déroulée entre moins 3,8 et moins 1,8 milliard d'années dans le passé, et qui a radicalement transformé les conditions de notre surface planétaire. Le vivant est une force majeure de transformation de la planète, est encore une force, si on pense aux humains actuels, mais à l'époque, même des petits êtres photosynthétiques dans les océans primitifs étaient une force majeure de transformation. Et là, on nous dit que simplement, au lieu que ce soit de la photosynthèse, c'est la réduction d'un acide, l'acide acétique en l'occurrence, en aldéhyde, en acétaldéhyde, qui produit du dioxygène. Ça marche, c'est une réaction chimique pertinente, simplement aucun être vivant sur Terre n'utilise ça. Et puis c'est toujours la même question. D'où vient l'acide qui permet d'être, par sa transformation, de produire du dioxygène? Dans le cas de la Terre, c'est plus simple, c'est le gaz carbonique qui est absorbé par les plantes, par les processus photosynthétiques, qui est transformé en dioxygène. Ce gaz carbonique est très présent dans l'atmosphère terrestre primitive, on pense 20%, 20%, là où on est à 0,042% actuellement, en hausse régulière, et qui pose les problèmes climatiques et les problèmes de réchauffement climatique que l'on sait. Donc 20%, c'était la teneur en dioxyde de carbone dans l'atmosphère primitive de la Terre, sans doute. Et puis le verre des sables, c'est aussi utile parce que c'est un moyen de transport. Donc ce n'est pas très pratique, il faut avoir une certaine agilité pour faire ça. Il ne va pas forcément où on veut, mais enfin il y va, et donc ça permet de se déplacer dans le désert. Donc le ver des sables, c'est un peu une faune atrabilaire, il ne faut pas trop l'agacer, il ne faut pas faire trop de vibrations dans le sol. Elle est extrêmement puissante, pour dire le moins, et puis elle est aussi un moyen de transport, et puis elle est à l'origine d'un quelque chose qui est extrêmement important dans Dune, qui est l'épice. On va le voir dans un instant, l'épice qui est la richesse de Dune. L'épice, c'est une substance qui est à la fois gériatrique, une substance de longue vie, qui est une substance qui donne des éléments de préscience, et pour certains êtres particuliers, ça donne une préscience particulièrement aiguë. Et puis, cela permet, alors ça c'est quand c'est utilisé par les navigateurs de la guilde, à haute dose, ça les transforme, c'est aussi une substance mutagène, mais utilisée à haute dose, ça leur permet à ces navigateurs de guider les vaisseaux interstellaires dans l'espace-temps. Et donc, finalement, le commerce galactique est rendu possible par l'usage de l'épice, et ce n'est pas un carburant, c'est plutôt un moyen qui permet aux navigateurs de manœuvrer leur vaisseau interstellaire dans les méandres de l'espace-temps d'une étoile ou d'une planète à une autre. Et cette épice est une ressource absolument donc indispensable au fonctionnement de l'Empire, parce qu'elle elle est capable de soutenir finalement le commerce galactique. Et puis dans le film de David Lynch, la princesse Irulan, au début du film de David Lynch, il y a une espèce d'aplat qui est assez bien fichu quand même, où elle raconte tout le contexte de Dune. Et là, elle prête aussi, ça c'est dans le film de David Lynch, les navigateurs, ça précise comment en fait ils se déplacent, ça leur donne la capacité de plier l'espace-temps. Je ne rentre pas dans les détails, parce qu'on est foutu si je ne veux pas dépasser et faire mentir Christian, mais je vais m'y attacher. Mais voilà, il y a plein de choses à dire là-dessus, du point de vue de la science. C'est de la science évidemment spéculative, c'est certainement pas par l'épice qu'on fera ça, mais ça permet de montrer beaucoup de choses intéressantes, de discuter beaucoup de choses intéressantes sur cette possibilité de déplacement par distorsion de l'espace-temps, ce qui s'appelle dans Star Trek le warp drive. Alors, cette épice, elle est vraiment importante, au point que le baron Harkonnen, le méchant, si j'ose dire, le désagréable dans Dune, eh bien, nous explique que celui qui contrôle l'épice contrôle l'univers. Ça, c'est tout à fait évidemment raisonnable quand on constate qu'elle permet le commerce galactique, le déplacement d'une planète à une autre, ça c'est un point extrêmement important, mais d'autre part, par ses capacités de préscience et par ses capacités de gériatrique, c'est-à-dire de longue vie, elle permet à ceux qui l'utilisent, de maîtriser aussi le temps, et donc de s'inscrire dans la durée, de vivre beaucoup plus longtemps que vous, et donc d'une certaine façon d'avoir raison tout le temps sur le long terme, parce qu'une fois que vous êtes dans le cimetière, votre discussion devient assez limitée, et que d'autre part, en ayant une conscience de ce qui peut advenir, même si ça reste des fois assez flou, eh bien ça donne un coup d'avance. Et donc on voit que l'épice, elle donne la maîtrise et la souveraineté sur l'espace et le temps, sur l'espace-temps, et l'ensemble des éléments de l'espace-temps, ça s'appelle l'univers en astrophysique. Et donc là, quand Harkonnen nous dit « celui qui contrôle l'épice contrôle l'univers », c'est parfait, c'est absolument parfait. Il contrôle l'espace et le temps, il contrôle l'espace-temps. Alors cette épice,
elle est au centre d'un cycle biologique, d'un cycle écologique tout à fait détaillé que nous explique Frank Herbert dans son roman, et elle est centrale dans le cycle de vie du ver des sables. Le ver des sables que nous avons vu tout à l'heure, l'immense ver des sables, Shai Hulud, eh bien ça c'est la version ultime d'un être qui est apparu beaucoup plus petit, qui se manifeste beaucoup plus petit, qui est le plancton des sables, qui va évoluer en truite des sables, qui va évoluer en ver des sables, qui mange le plancton des sables. Donc il y a quelque chose comme une analogie avec un cycle, disons, de baleines, sauf que les baleines n'évoluent pas à partir du plancton, mais quelque chose comme la volonté de faire un cycle évolutif entre trois êtres extrêmement importants, parce que le plancton des sables mange l'épice, mais elle est produite, cette épice, par les truites des sables, et le ver des sables va disperser l'épice dans le désert d'Arakis pour le bienfait du plancton des sables qui pourra s'en nourrir, dont les vers se nourriront. On voit que là, il y a quelque chose comme un cycle assez détaillé qui est fait, un cycle qui doit être bien réglé. On imagine que supprimer une des branches de ce diagramme, eh bien, ça abat l'intégralité du cycle. S'il manque le plancton, il n'y a plus la nourriture pour le ver, et donc ça coupe le cycle. Si on enlève l'épice, évidemment, ça pose un problème. Et pourquoi est-ce qu'on enlèverait l'épice? Parce que, par exemple, elle est récoltée en trop grande quantité, ou parce qu'on ne favorise plus l'écosystème aride de sable qui permet au ver des sables de perdurer à la surface d'Arakis. Et ça, on va le voir tout à l'heure de la discussion de ce point-là sur la éventuelle disparition de l'épice. Alors ce désert, il est évidemment extrêmement aride, extrêmement difficile d'y survivre. On y va quand on n'est pas Fremen, c'est-à-dire quand on ne fait pas partie du peuple qui vit vraiment à la surface de dunes, mais quand on est les forces de l'Empire. Alors les Harkonnen, au début, qui ont comme fief Arrakis et qui exploitent Arrakis, et puis ensuite le fief est donné par traîtrise, d'une certaine façon, pour faire un plan machiavélique, pour reprendre l'expression d'Hugo ce matin, un plan machiavélique de donner en fief aux Atréides la planète Arrakis, pour provoquer une guerre ouverte entre Harkonnen et Atréides, de sorte que ça élimine les Atréides du pouvoir du Landsraad, de la communauté des grandes maisons galactiques. D'ailleurs, communauté des grandes maisons galactiques qui peuvent ressembler, alors évidemment l'épice et planète désertique, ça évoque pas mal pétrole et Arabie Saoudite dans les années 60, quand on pense au moment où a été écrit le roman de Frank Herbert. Et ça évoque évidemment deux choses. D'abord la phrase du Baron Harkonnen, celui qui contrôle l'épice contrôle l'univers. Ça évoque une phrase prêtée à, ça y est, maintenant son nom m'échappe, au premier lord à Winston Churchill, quand il était premier lord de l'Amirauté, et qui disait que celui qui contrôle le pétrole gagnera la guerre. Gagnera la prochaine guerre, quand on était juste après la Première Guerre mondiale. Et les maisons qui vivent de l'exploitation de l'épice ne sont pas sans évoquer non plus les Seven Sisters et cette compagnie américaine qui exploitait les pétroles du Moyen-Orient en général. Donc on a une analogie assez claire avec la partie géopolitique de l'époque où Frank Herbert a écrit son roman. En tout cas, toujours est-il que dans ce monde très hostile, il y a des êtres, les Fremen, qui sont capables de survivre dans le grand erg, dans le grand désert d'Arrakis. Et ces Fremen, ils sont capables d'avoir une certaine souveraineté sur le désert, parce qu'ils peuvent y être en permanence, au contraire des autres, qui ne peuvent y aller que sporadiquement, grâce à des machines qui les aident, et puis ensuite ils s'en vont. D'abord, il y a les vers des sables, contre lesquels ils se prémunissent avec difficulté, et puis les conditions ne sont pas très agréables pour la survie sur le long terme. Eh bien, les Fremen, eux, sont capables de rester durablement à la surface d'Arrakis, notamment parce qu'ils disposent de cette innovation technique majeure, le distil, qui est un vêtement, mais qui est aussi un appareil de recyclage quasiment parfait, à 98%. Enfin, la citation nous dit on ne perd pas plus un dé à coudre d'humidité par jour dans le grand erg si on est doté d'un distil Fremen, de fabrication Fremen, et bien ajusté. Et ce distil, c'est un objet technique extrêmement performant, extrêmement détaillé, extrêmement subtil, parce qu'on nous explique, c'est dans le roman, c'est un micro-sandwich, un filtre à haute efficacité, doublé d'un système d'échange de chaleur, etc., etc. Donc c'est un objet technique compliqué. Donc on comprend que les Fremen peuvent s'adapter au désert grâce au distil, et ils peuvent être d'une certaine façon souverains dans le désert, parce que sur le long terme, il n'y a qu'eux qui sont capables d'y rester, même si sporadiquement, les troupes d'occupation, les Harkonnen ou les Atréides peuvent venir dans le désert pour moissonner l'épice et en repartir. Les Fremen peuvent se balader, disons, impunément dans le désert, sans aucune chance qu'on puisse les challenger sur cette affaire-là, grâce
à leur connaissance du désert, grâce à leur capacité à maîtriser les vers des sables, mais aussi grâce à cet objet technique qui s'appelle un distil. Alors pour les parties intéressantes de technique, les filtres, effectivement, on peut faire de la filtration d'eau avec des objets techniques, ça existe réellement, on appelle ça ultrafiltration, microfiltration et même nanofiltration, où essentiellement on fait passer de l'eau qui a déjà été pré-traitée par avant, on la fait passer à travers des pores nanométriques de la taille du nanomètre, du milliardième de mètre, où à la fin il ne sort plus que les molécules d'eau et rien d'autre. Les bactéries sont trop grosses pour passer, la plupart des virus sont trop gros pour passer. On a de l'autre côté de l'eau quasiment pure, ce qui n'est pas bon à boire. Après, il faut la traiter encore un peu, lui adjoindre quelques sels minéraux, éventuellement, qui peuvent passer à travers le filtre et qu'on peut adjoindre pour faire une eau ensuite potable. Mais on sait faire ça par des filtres dits à haute efficacité. Le système d'échange de chaleur, c'est pour faire une remarque intéressante, c'est que c'est bien gentil de vouloir récupérer l'eau corporelle, les urines bien sûr, mais aussi la sueur. Et cette sueur, si vous la récupérez liquide, si vous séchez votre sueur au fil où elle est produite, eh bien vous tuez un des dispositifs métaboliques qui vous permet de résister aux hautes températures, la sudation, et l'évaporation de la sueur a un rôle à jouer, parce qu'en pompant la chaleur de votre corps, l'eau qui s'évapore facilite votre maintien à température constante en dépit d'une température extérieure élevée. Donc éviter, limiter ou annuler la sudation, c'est le plus sûr moyen de tuer quelqu'un dans une ambiance thermique très élevée où la température nécessiterait, parce que son corps, pour être mieux régulé, surait en quantité. C'est d'ailleurs ce qu'on ressent quand on est dans un hammam où on a une vapeur humide, une chaleur humide plutôt, et où la sudation est limitée, et votre durée de vie dans un hammam est limitée. En général, on n'y passe pas sa vie, mais il est douteux d'y rester longtemps. On risque la surchauffe très facilement, parce qu'on ne évapore plus. Le roman dont parlait ce matin Hugo, Ministère du Futur, commence précisément par une catastrophe avec des millions de morts, dans une période de réchauffement climatique intense et dans une région qui se trouve être l'Inde, mais ça a touché le Pakistan il y a 2 ans, où on a à la fois une température élevée et une humidité élevée, et qui aboutit à des conditions où il fait très chaud et on n'évapore plus, parce que pour évaporer, encore faut-il que l'atmosphère soit suffisamment sèche pour que cette vapeur puisse aller dans l'atmosphère. Si l'atmosphère est saturée en vapeur d'eau, plus d'évaporation, plus de refroidissement de votre corps dans une condition climatique avec température élevée, et en gros, vous êtes mort en 3 jours. Ça s'est produit au Pakistan, il y a quelques années, 2500 morts en 3 jours, parce qu'il y a eu des températures si élevées qu'il n'y avait plus cette évaporation. Donc là, le système d'échange de chaleur est important. Il faut que l'eau récupérée par le distil ait la possibilité de refroidir le corps en s'évaporant, puis il faut la recondenser ensuite, et donc évacuer la chaleur, pas vers le corps, sinon ça revient à tuer l'évaporation par la sudation, ou vers l'extérieur. Il faut qu'elle soit évacuée vers l'extérieur. Alors voilà la tête d'un vrai distil, si j'ose dire. Ça ressemble, vous voyez, c'est plus technique, et c'est le Water Recovery System de la Station spatiale internationale, qui est capable de recycler à peu près un peu moins de 7000 litres d'eau par an, qui n'ont plus à monter. Alors quand on paye $10 000 le kilo à mettre en orbite, vous voyez que 7000 litres, ça fait comme une économie pas négligeable, et qui récupère essentiellement l'eau atmosphérique, l'eau des urines des astronautes, et l'eau de la sudation, toute l'eau atmosphérique, l'humidité atmosphérique. Et c'est un taux de recyclage assez élevé, 93,5% pour l'eau en général, y compris les eaux grises, et pour l'urine seulement 87%. Donc vous voyez, on ne met pas ça sur son dos, c'est assez gros, ça fonctionne en apesanteur, donc c'est un peu subtil, il faut de l'énergie pour ça, et dans le cas des Fremen, le distil fonctionne à la puissance humaine. C'est le mouvement des humains qui permet de ça. Donc même un distil, si vous voulez, qui fonctionne, vous ne pouvez pas rester statique comme ça bêtement, hein. Il faut toujours bouger un petit peu, c'est de bonne guerre, pour alimenter votre distil, si vous voulez, qui continue à recycler toute votre humidité corporelle. Alors, les Fremen veulent aussi être souverains sur Arrakis parce qu'ils vont transformer leur monde. Ils vont le transformer parce qu'ils veulent le rendre vert, ils veulent rendre leur monde agréable. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont produire de l'eau. Alors, Liet Kynes, le planétologiste impérial, nous dit on peut produire de l'eau à partir des roches, ça marche tout à fait. On peut extraire de l'eau des gypses, par exemple. Vous chauffez du gypse à 120 degrés Celsius et vous extrayez à peu près 200 grammes d'eau par kilogramme de roche, mais ça coûte beaucoup d'énergie. Donc, nous, les Fremen, on n'en a pas beaucoup, on va y revenir tout à l'heure, donc on ne fait pas ça. Alors, du coup, combien de temps on va mettre pour réaliser tout ça, demandent les Fremen aux planétologistes? 400 ou 500 ans. Donc on aura du temps, on va faire ça, ça va être long, ça va être compliqué, il va falloir s'organiser sur des générations. Il faut faire un plan qui transcende littéralement la durée de vie d'un Fremen, d'un humain,
De la même façon que nous devons faire des plans qui transcendent notre échelle de vie si l'on veut pouvoir s'organiser pour atténuer et réduire les conséquences du réchauffement climatique. Et donc 400 ou 500 ans, on fera donc ça à basse puissance, avec peu de watts, avec peu de disponibilité énergétique. Et puis, il y a l'idée que tout ça est compliqué, que l'écologie, c'est un cycle complexe et que celui qui ne comprend pas l'écologie ne comprend pas en fait que c'est précisément ça l'écologie. C'est la question de la compréhension des conséquences de ces actions. Et que si on touche quelque chose dans des systèmes compliqués, même relativement peu compliqués, comme le cycle de l'épice ou le cycle du verre, eh bien, si on touche quelque chose, ça a des conséquences multiples qui peuvent être parfois imprévisibles si on n'a pas essayé de réfléchir un peu, et catastrophiques, et donc contradictoires avec la chose que l'on veut mener. Donc ça nécessite de se poser tout un tas de questions. C'est ce que nous faisons de manière très désordonnée, en agissant sur le monde, en transformant le monde. Nous transformons le monde parce que nous disposons de techniques qui fonctionnent avec de l'énergie, de la matière et de l'énergie, et que la quantité de cette transformation eh bien, transforme le monde, littéralement, en un sens si considérable qu'on en subit les conséquences, par exemple environnementales ou de réchauffement climatique. Alors là, c'est pour faire un peu de name dropping, vous aurez sans doute les planches, ou vous les verrez dans l'enregistrement. Ça veut dire que cette idée de transformer une planète, ça n'est pas nouveau, c'est le fantasme d'avoir la souveraineté sur son monde en le transformant en machine. Je veux que mon monde m'obéisse doigt et l'œil, et donc je vais le machiniser pour maîtriser complètement les conditions climatiques qui sont à sa surface et mettre des machines pour faire ça. C'est une idée qui vient de la science-fiction, ça date des années 1910, mais le moment où le mot terraforming, terraformation, et puis maintenant on le transforme en géo-ingénierie, l'idée qu'on pourrait modifier le climat de la planète, soit localement, soit globalement par des méthodes techniques, nous vient d'un auteur de science-fiction en 1942. Alors cette question de souveraineté, elle est aussi sur la pensée, et avec un rapport particulier dans l'œuvre de Frank Herbert sur le rapport aux techniques. L'idée, c'est que, est-ce que innovation et progrès sont identiques? Eh bien, pour Frank Herbert, il semblerait que non, parce qu'il suggère que dans ce passé lointain où se déroule Dune, en l'an 10 191 de la Guilde impériale, ce qui correspond au-delà de l'an 20 000 de notre calendrier, eh bien, il s'est passé, à un moment donné, une centaine d'années avant le début de la Guilde, donc de l'avènement de cette capacité à voyager entre les étoiles, il y a eu une guerre, une croisade contre les ordinateurs et les machines pensantes qui s'appelle le djihad butlérien. Donc djihad évoque bien ce mot de croisade, il évoque bien ce mot de combat contre les ordinateurs, et butlérien pour faire référence à Samuel Butler, qui est un auteur du 19e siècle et qui a écrit un texte qui s'appelle Erewhon, qui est une utopie contre-technique. Dans cet endroit, à Erewhon, qui est le nowhere écrit à l'envers, dans Erewhon, il n'y a pas de machines. Elles sont interdites. On ne peut pas utiliser les machines. Quiconque rentre dans Erewhon doit donner tous les objets techniques dont il dispose, y compris sa montre, y compris tous les objets techniques qu'il a sur lui. Et il a publié, Samuel Butler, dans une revue de Nouvelle-Zélande, il a publié un texte qui s'appelle Darwin Among the Machines, où il fait référence, et c'est publié avant la publication de son Erewhon, qui est en 1872, il publie un texte dans lequel il fait référence au fait que peut-être les choses évoluent ainsi. La matière inerte est devenue la matière vivante, les plantes d'abord, et puis les plantes sont devenues les animaux, et parmi les animaux, il y a un animal particulier, néanmoins, qui dispose de moyens techniques et qui fabrique des outils en quantité considérable, qui est l'humain, et ces humains fabriquent des machines qui peut-être elles-mêmes sont la nouvelle, son successeur. L'humanité donne naissance à son successeur en fabriquant des machines qui vont évoluer par elles-mêmes et vont balayer l'humanité. Cette idée-là, on la retrouve en science-fiction chez un auteur comme Vernor Vinge, qui est décédé récemment. Vernor Vinge qui a proposé en 1992 un texte qui s'appelle « La singularité technologique », avec l'idée que si un jour on produit des machines suffisamment malines pour se produire elles-mêmes, ou être capable de se concevoir elles-mêmes, voire de se concevoir en mieux, eh bien la machine V2, elle sera mieux que la V1, qui sera elle-même inférieure à la V3, qui fera la V4 encore supérieure aux précédentes. Et assez rapidement, on va se retrouver avec des machines si performantes que l'esprit humain sera complètement néantisé, et ça crée littéralement un horizon du futur au-delà duquel on ne peut plus rien dire parce que la technique a évolué si rapidement que nous sommes dans l'incapacité de notre cerveau, nos compétences sont dans l'incapacité de prévoir ce qui se passe. Il y a beaucoup de choses à dire sur la question de la singularité technologique. Vous voyez qu'on s'inscrit dans ce cadre-là, et le djihad butlérien, c'est précisément ça. Tu ne fabriqueras pas de machines semblables à l'esprit humain. Et donc c'est dans un monde du futur,
il n'y a pas d'IA du tout. Tout à l'heure, on entendait une conférence où l'IA, c'est super. Là, il y a eu des problèmes et on s'en est débarrassé. Il n'y en a plus du tout. Donc c'est assez intéressant, ce rapport à la technique. C'est une innovation par retrait. J'enlève un objet technique pour me permettre de garder, moi, humain, ma souveraineté sur la pensée créative en particulier. Et ça nécessite éventuellement de se transformer. Les mentats, alors là, ce sont des images qui sont tirées du film de David Lynch. Les mentats, ce sont des humains qui, par un apprentissage et des modifications, ont le rôle des machines à calculer, des intelligences artificielles, ce sont des intelligences humaines, mais surdéveloppées, tant en mémoire qu'en capacité, pour compenser le fait qu'on s'est passé de cette technique-là. Le Bene Gesserit est là pour former une lignée génétique, donc c'est quelque chose comme transcendance des humains pour aboutir à l'humain ultime, le Kwisatz Haderach, qui va être l'élu, et qui se trouve être dans le film contre le gré du Bene Gesserit, Paul Atreides. Et puis, je montre aussi les navigateurs, tels qu'ils sont représentés dans le film de David Lynch, les navigateurs de la Guilde, qui se sont transformés, qui ont muté, qui étaient des humains transformés par l'usage immodéré de l'épice, au point qu'ils n'ont d'humain que le schéma corporel et un cerveau, semble-t-il, gigantesque, et cette capacité extraordinaire de pouvoir se déplacer dans l'espace-temps de manière aisée. Alors, si on fait un peu donc vous voyez que cette question de souveraineté, elle apparaît à différents moments. Il y a une souveraineté aussi visible dans Dune. La souveraineté visible, c'est celle de l'empereur Shaddam IV, qui est, lui, littéralement l'empereur, le régnant en chef de la galaxie, et qui a une souveraineté visible habituelle, celle du pouvoir politique, celle du pouvoir économique et celle de la puissance militaire. Le pouvoir politique qui règne sur les maisons féodales, parce que c'est un ordre féodal qui règne sur l'Empire, sur la galaxie à ce moment-là. Un pouvoir économique, il est en lien très direct avec les navigateurs de la Guilde, qui reçoivent l'épice de l'empereur, mais qui fournissent les moyens de transport pour toute la logistique et qui sont en relation avec la CHOM. La CHOM, c'est vous, c'est le combinat des honnêtes Obermarchands. C'est-à-dire ceux qui font le business, ils ont besoin de se déplacer, et ils ont besoin de se déplacer d'une planète à une autre, et donc ils négocient ça avec les navigateurs. Et puis les Sardaukar, ces troupes d'élite de l'Empire, qui sont invaincues, extraordinairement puissantes individuellement, comme combattants individuels, mais aussi avec les objets dont ils disposent, et qui ne sont dépassés comme combattants individuels que par les Fremen, et ça c'est ce qu'on constatera, c'est ce qu'on constate déjà à la fin du film de Villeneuve, à la fin du roman Dune, bien sûr, et qui enclenchera sur la suite. Et donc cet empire a quand même des points faibles, bien sûr. D'abord, il y a des luttes internes entre les grandes maisons, et d'ailleurs l'empereur gère ça par l'élimination de la maison Atréide au profit des Harkonnen, et puis ils ont une dépendance à l'épice. Sans l'épice, l'empire ne tourne pas, c'est littéralement ça. Celui qui contrôle l'épice contrôle l'empire. Et puis de l'autre côté, on a des Fremen qui n'ont pas l'air si souverains que ça, mais en même temps, sur leur planète, ils font un peu ce qu'ils veulent, l'air de rien. Les Harkonnen se trompent sur leur nombre, sous-estiment complètement leurs compétences. Ils arrivent à s'invisibiliser, à régner sur un monde, évidemment, qui ne sert à rien. Il n'y a aucune ressource autre, bien sûr, que l'épice. Et eux, ils arrivent à survivre dans ce monde extrêmement difficile grâce à la maîtrise des vers des sables et au distil, donc encore de la technique, toujours pour revenir à l'idée, pas de souveraineté, pas de technique, pas de souveraineté. Et puis, ils sont en train de faire une manipulation au niveau planétaire. Et cette manipulation-là, elle est extrêmement dangereuse pour l'Empire, parce que s'ils arrivent à leur fin, si Arrakis devient une planète habitable, alors habitable plus agréable, plus aqueuse, plus verte, moins aride, eh bien, ils vont détruire le cycle de l'épice et ils vont simplement assécher la production d'épices qui ne se produit que sur la planète Arrakis. Et donc, en ce sens-là, c'est un danger majeur pour l'Imperium de voir les Fremen tenter cette opération. Et Paul Atreides nous dit, dans le roman, ce sont ceux qui peuvent détruire une chose, qui la contrôlent vraiment, et donc nous explique que, sans aucun doute, les Fremen peuvent avoir intérêt à détruire l'épice, de sorte que ça coupe l'Empire de la source de sa puissance et qu'il a perdu sa souveraineté sur l'ensemble des planètes habitées, tout simplement parce qu'on a décidé que nous avons les moyens de vous couper de l'épice et que ça met à bas toute votre structure. Les Fremen ont un point faible, ils ont plusieurs points faibles, pourrait-on dire, mais enfin à la fin, finalement, ils exportent leur guerre sainte sur l'ensemble de l'Empire, ils contrôlent littéralement l'Empire sous le commandement de Paul Atreides, Paul Muad'Dib. Et leur point faible, quand on les voit disons, dans le roman initial, eh bien, c'est d'où vient l'énergie qui leur permet de faire des choses.
La technique, elle est là. Pas de technique, pas de souveraineté. On est d'accord avec ça. Mais la technique, d'où vient-elle? C'est de la matière qu'il a fallu transformer. Transformer la matière en physique, ça nécessite de la matière à transformer, et de l'énergie. De la matière qu'on a transformée pour transformer la matière à autre vertu. Je peux prendre un morceau de bois et le brûler pour me chauffer. Je peux prendre un morceau de bois et le sculpter pour en faire une chaise. Le même morceau de bois peut avoir deux objectifs différents, transformer la matière pour la matière, une chaise, ou transformer la matière pour l'énergie. Et donc le point faible des Fremen, c'est cette question de l'énergie. D'où vient l'énergie des Fremen? On imagine bien que leurs distilles, ils ne les importent pas. Sinon, il suffirait de couper l'importation de distilles assez facilement. Il suffit de s'arranger avec la guilde, et du coup, ils ne peuvent plus régner en maître dans les déserts d'Arrakis. Il faut qu'ils produisent eux-mêmes leurs distilles. Il faut qu'ils aient la maîtrise complète de la production du distil, et qu'ils aient donc à la fois les matières nécessaires pour ça, mais aussi l'énergie et les watts, la puissance, pour faire ces transformations-là. Et Frank Herbert nous dit ça très clairement dans son roman, la lutte entre les éléments de vie et la lutte pour l'énergie disponible d'un système. Énergie en un sens très large, ça peut être pour la nourriture, ce qui est l'énergie qui nous permet de perdurer notre être, la source d'énergie qui nous permet de perdurer notre être, mais l'énergie, ça peut être l'or noir, le pétrole, ça pourrait être l'uranium, ça peut être, c'est dans le cas de Dune, ce n'est pas une source d'énergie, une source de puissance matérielle qui est l'épice. Et ça me permet d'évoquer une chose assez intéressante que je vous expose, parce que vous ne l'avez peut-être pas vu, ce qu'on appelle le trilemme énergétique. Les Fremen ont une grande difficulté pour résoudre ce trilemme énergétique. L'idée qu'il faut à la fois un approvisionnement énergétique qui soit sûr, que j'ai accès à des sources d'énergie de manière autonome et sans dépendre de l'extérieur, qu'elle soit équitable, que je puisse la distribuer à tout le monde et pas la réserver à quelques-uns, et qu'elle soit durable environnementalement, que cette source d'énergie, elle ne provoque pas des catastrophes environnementales qui mettent à bas la persistance même de mon être. Si j'ai une source d'énergie très abondante qui provoque un réchauffement planétaire si considérable que ça met en jeu même l'habitabilité de la planète, ça veut dire que tous les plans qu'on fait, on s'en fout, parce que sur le long terme, on sait bien que sur le long terme, on est tous morts, mais là, ce n'est pas sur le long terme, on est tous morts, c'est sur le long terme, l'humanité ne peut plus survivre à la surface de la Terre si la température moyenne devient trop élevée. Donc on est dans cette circonstance-là, vous voyez, le triangle là représente les trois éléments du trilemme énergétique au niveau mondial. On peut représenter ça au niveau français. On est un peu mieux pour l'énergie, pour l'équité énergétique, un peu moins bien pour la sécurité énergétique et un peu peut-être moyennement bien pour la soutenabilité environnementale. Et je peux vous comparer à un autre pays, pour en nommer un, mais pour vous montrer que ces triangles-là peuvent être très différents. Si on regarde le triangle du Niger, par exemple, vous voyez que là, c'est beaucoup plus difficile. On sent bien que la vie est beaucoup plus difficile dans un pays comme le Niger, mais comme dans bien d'autres pays, pour ces questions énergétiques. Et donc, si pas de technique, pas de souveraineté, pas d'énergie, pas de technique. Et donc, du point de vue du physicien, c'est plutôt pas d'énergie et pas de matière, parce que c'est en transformant ces matières qu'on peut faire des objets techniques, par exemple, ou de l'énergie. Eh bien, c'est pas d'énergie et pas de matière, pas de souveraineté. Voilà l'extension du principe élaboré ce matin par Christian, extension proposée par un angle de physicien. Et puis pour conclure, la souveraineté, ça pourrait être un concept galactique. Vous avez remarqué, vous connaissez ce film, un film ancien, Le jour où la Terre s'arrêta, de Robert Wise, il y a eu un remake en 2008, le Robert Wise, où on a cet extraterrestre qui s'appelle Klaatu et qui vient sur Terre, et qui est assez mal reçu. Et puis derrière lui, on voit le robot Gort, un robot extrêmement puissant, au sens il a des objets techniques, notamment une espèce de faisceau, appelons ça laser, de faisceau lumineux, qui permet de détruire un peu ce qu'il veut. Des chars d'assaut l'attaquent, il les réduit en cendres instantanément. Donc un robot qui n'est pas facile et qui est sans doute sentient, qui se débrouille tout seul. Il y a quelque part une intelligence artificielle dans ce robot qui obéit néanmoins aux ordres de Klaatu. Et Klaatu, suite à son expérience, il venait sur Terre pour avertir, pour donner un message aux humains, un message qui est confirmé par la mauvaise réception qu'il en a. Et voilà le message qu'il délivre, une partie du message. La façon dont vous dirigez votre planète ne nous regarde pas. Si vous menacez d'étendre votre violence, votre Terre sera réduite à un tas de cendres. Et d'ailleurs, Gort va rester là et va surveiller ce qui se passe. Et s'il y a des problèmes, si ça ne plaît pas, vous êtes réduit en poussière. Et donc, ça montre encore une fois que un ordre juridique, pour faire référence à ce dont parlait Hugo tout à l'heure, un ordre juridique est imposé de l'extérieur, mais imposé comment ?
par une capacité technique et énergétique, la puissance de détruire les choses, là, beaucoup d'énergie, ça permet de détruire les choses, et de les construire aussi, bien sûr, mais aussi de les détruire, eh bien, entre beaucoup d'énergie et des moyens techniques bien supérieurs, eh bien, vous faites ce que vous voulez, camarades, mais si vous bougez une oreille, on vous défonce. Et puis nous, on est les gentils, on ne bouge pas si vous êtes bien gentils. D'accord. Donc, vous voyez, cette question-là, on la voit illustrée, je conclue sur cette œuvre de fiction. Eh bien, cette question de pas de technique, pas de souveraineté, sans doute, la science-fiction nous montre ça, mais pas de technique, ça veut dire aussi énergie pour avoir des techniques, matière pour avoir des techniques, ça c'est l'angle du physicien, et on pourrait encore épiloguer là-dessus, mais je vais m'arrêter pour vraiment respecter l'heure à peu près, et je vous remercie infiniment de votre attention.